Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Salut tout le monde. Salut à tous. Bonjour FX, bonjour Cyril. Nous espérons que vous avez passé d'agréables fêtes, et nous vous souhaitons avec Cyril et FX une très belle année 2023. Excellente année. Bonne année à tous, ouais. Sous le signe de l'anneau. De l'anneau. Et d'ailleurs, un joyeux Noël, on a oublié de vous le souhaiter la semaine passée, on Oui. s'en excuse. On s'est rattrapé sur les réseaux, mais c'est vrai que ça nous est totalement sorti de la tête de vous le souhaiter dans l'épisode. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour entamer cette nouvelle année, nous vous guiderons à travers l'obscurité des mines de la Moria. Alors gardez bien votre manteau sur vous, car les montagnes enneigées ne sont pas loin, et soyez tout de même prêts à dégainer, car de dangereuses créatures errent entre les hauts cols et la profondeur des galeries souterraines. Faites attention où vous mettez les pieds, soyez discrets, mais fiez-vous tout de même à votre flair si jamais vous deviez être perdu. Nous vous souhaitons une bonne route à travers la cité des nains de Kavana. Chapitre 4, livre 2. Un voyage dans le noir. Dans le noir et le froid, Gandalf leur accorda une gorgée de myruvor. Ils ne peuvent continuer ce soir. Ils sont épuisés après ce qu'il vient de se passer à la porte de Corne-Rouge. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. À moins de rentrer à Foncombe. Sur ces mots, Merry et Sam levèrent un regard plein d'espoir, alors qu'Aragorn et Boromir restèrent impassibles. Mais comme Frodon le fit remarquer, ce serait s'avouer vaincu. Gandalf proposa alors un nouveau chemin, mais il précise qu'il n'est pas agréable. Aragorn s'y opposait jusqu'à ce que le passage des montagnes ait au moins été tenté. La route dont je parle mène aux mines de Moria. Seul Gimli leva la tête, alors que les autres furent remplis d'épouvante à la simple mention de ce nom. Elle mène peut-être en Moria, mais comment espérer qu'elle nous mènera au-delà ? Dit sinistrement Aragorn. C'est un nom de mauvais augure, dit Boromir. Si nous ne pouvons franchir les montagnes, continuons alors vers le sud jusqu'à atteindre la brèche du Rohan, où les hommes sont des amis de mon peuple, et suivons le chemin que j'ai pris pour arriver ici. Les choses ont changé depuis que vous êtes venu au nord, Boromir, répondit Gandalf. N'avez-vous pas entendu ce que je vous ai dit au sujet de Saruman ? La brèche du Rohan nous est interdite tant que nous marchons avec le porteur. Gandalf insiste. Il faut bouger vite, au risque de perdre tout espoir, et donc passer sous la montagne. Il n'y ramènerait pas la compagnie s'il n'y avait aucun espoir d'en sortir vivant, rétorqua-t-il à Boromir, après qu'il eut comparé la Moria à la forteresse du Seigneur Sombre. Il se peut même que des nains y soient, et que nous trouvions Balin, fils de Fundin, dans l'une ou l'autre des profondes salles de ses pairs. Quoi qu'il advienne, il faut suivre le chemin que la nécessité nous prescrit. « Je suivrai ce chemin avec vous, Gandalf, dit Gimli. J'irai contempler les salles de Durin, qu'importe ce qui attend là-bas, si vous parvenez à trouver les portes qui sont closes. Bien, Gimli, dit Gandalf, vous m'encouragez. Nous chercherons ensemble les portes cachées, et nous y réussirons. Au cœur des ruines naines, un nain sera moins facilement dérouté qu'un elfe, un homme ou un hobbit. Du reste, ce ne sera pas la première fois que j'irai en Moria. J'y ai longuement cherché Thrain, fils de Thor, après sa disparition. Je suis passé au travers et j'en suis ressorti vivant. Mais Aragorn n'est pas convaincu. Et donc, le reste de la compagnie non plus. Mais la question est de savoir, qui me suivra si je vous y conduis, dit Gandalf. S'ensuit alors un vote. Boromir n'ira pas, sauf si vote positif de toute la compagnie. Aragorn suivra Gandalf comme lui l'a suivi dans les montagnes sans broncher. Legolas ne souhaite pas y aller, et les hobbits se toisent, sans savoir. Soudain, Aragorn se leva d'un bond. « Comme le vent hurle !» cria-t-il. « Il hurle la voix des loups. Les wargs sont passés à l'ouest des montagnes. » C'est donc décidé. Il est urgent de rejoindre la Moria. Sa porte au sud-ouest du Caradhras, pour être exact. Dans ce cas, mettons-nous en route à la première heure demain, dit Boromir. Le loup que l'on entend est pire que l'orque que l'on craint. Vrai, dit Aragorn, dégageant son épée du fourreau. Mais là où le loup crie, là aussi l'orque rôde. Ils passèrent la nuit en haut d'une colline, entourée d'un petit halo de pierres et de buissons. Ils y firent un feu au milieu, les loups pouvant les trouver aisément, même sans cela. On commençait à voir ça et là des yeux briller dans le noir, et des hurlements de loups tout autour du campement. À travers une brèche se voyait à présent la forme d'un loup, grand et sombre qui les observait sans bouger. Il laissa échapper un hurlement à faire frémir, tel un capitaine appelant sa bande à l'assaut. Gandalf se leva et s'avança, tenant son bâton dans les airs. « Écoutez-moi, chien de Sauron !» cria-t-il. « Gandalf est ici ! Fouille si tu tiens à ta peau infecte !
Je vais te racornir de la queue au museau si tu entres dans cet anneau. » Le loup eut un grognement féroce et s'élança vers eux d'un seul bond. À cet instant, une grande corde vibra. Légolas avait détendu son arc. Ah. Il y eut un cri affreux et la forme bondissante retomba avec un bruit sourd. Une flèche elfique lui avait transpercé la gorge. Toujours là au bon moment, hein, lui. Ouais, ça chauffe un peu là, Ouais. vous allez voir. Je suis sûr que Peter Jackson l'aurait certainement... il en aurait fait une scène où Legolas utilise un loup comme skateboard ou comme planche de surf pour descendre les montagnes. J'ai toujours été un grand défenseur, moi, des figures de Legolas. Il y a des Moi gens j'aime qui- beaucoup aussi, mais je comprends les gens qui ragent dessus, mais je les trouve très, très amusantes. Mais je trouve qu'elle passait beaucoup mieux dans les premiers films que dans les Hobbits, où c'est vrai que les gens ont beaucoup plus Ouais. rallé dessus. Parce que là c'est général, hein, c'est sur tous Ouais, les ouais. personnages dans les... Mais c'est ça qui tous ne les va pas. aspects sont très grotesques un peu dans le Hobbit. Tout est cartoon et très ouais. dessin animé, alors que là c'était un petit moment pour relâcher la tension. S'il y a une cascade qui, je pense, a été la cascade la plus imitée de toute l'histoire de l'enfance des gens, c'est l'escalier Ouais. Avec le bouclier. avec le bouclier. Celle-là elle marche au vraiment gouffre bien. Ou alors, évidemment, ça ne compte quand même que pour un. Le fait Ah, qu'il ça c'est génial quand il même. descende Ah oui, un oui. Mimakil tout seul. C'est over the top, mais c'est crédible. Ah non, ça Alors fait- que dans le Hobbit, c'est plus difficile. Marcher sur des pierres qui tombent et Mais en soi, ça dire non à fonctionne. la hein. gravité, quand même, il y a quelque chose. En tant que elfe, tu vois, quand tu sais Ouais, qu'ils ouais. peuvent marcher sur la neige. Mais juste, je pense qu'il y a un travail global qui a été... Enfin bon. Les restes des loups avaient déjà décampé. Plus tard dans la nuit, ce sont des wargs qui avaient assailli le campement. La compagnie alimenta le feu et sortit leurs épées. Plusieurs wargs sautèrent au-dessus du cercle. Aragorn, frappant des stocks, transperça la gorge d'un énorme chef. Boromir, d'un grand coup de taille, en décapita un autre. À côté d'eux, le solide Gimli se tenait jambes écartées, maniant sa hache de nain. L'arc de Légolas chantait. C'est si joliment dit. La lumière du feu vacilla, et Gandalf sembla soudain grandir. Sa forme se dressa menaçante, tel le monument d'un ancien roi de pierre au sommet d'une colline. Se baissant comme un nuage, il ramassa une branche flambante et s'avança à la rencontre des loups. Ceux-ci reculèrent devant lui. D'un grand geste du bras, il lança le tison incandescent dans les airs. Celui-ci s'embrasa d'un soudain éclair blanc, comme la foudre, et sa voix roula comme un tonnerre. « Naur an edrais amen! Naur dan i en gaurot !» Il y eut un grand grondement et un crépitement, et l'arbre au-dessus de lui monta en une feuillaison de flammes aveuglantes. En haut des arbres, le feu bondit de cime en cime. Toute la colline fut alors couronnée d'un éblouissant brasier. Épée et poignard luisirent. La dernière flèche de Légolas s'enflamma au vol, plongea, ardente, dans le cœur d'un grand chef de bande. Tous les autres loups s'enfuirent. Le jour suivant, le temps était changeant, comme si sous l'influence d'un pouvoir. Un pouvoir qui désirait maintenant une claire lumière pour observer de loin les voyageurs des terres sauvages. Les nuages disparurent au sud, et le ciel se découvrit, tel un haut plafond bleu. On en parlait dans le dernier épisode d'un certain pouvoir, vous aviez dit que c'était le Caradhras et la montagne en tant que telle qui avait un pouvoir. Ouais. Pourtant, moi je vous avais dit, on reviendra là-dessus dans le prochain épisode. Ici, on parle bien sous l'influence d'un pouvoir qui désirait maintenant une claire lumière pour observer. Pour moi, c'est clairement Saruman qui essaye d'espionner. C'est pas encore aussi clair. Je pense que ça fait partie, moi, des différentes défenses pour accéder au Mordor, dans le sens que le Mordor est protégé, et ça on l'avait aussi dit dans le précédent épisode, c'est qu'il y a des frontières naturelles, enfin des protections naturelles telles que le Caradhras, qui peut par lui-même se défendre de tout passage, aussi bien d'orques que d'hommes, d'elfes. Et de l'autre part, je pense que Saruman, il protège le passage praticable par les hommes, un peu au pied du Caradhras, ce qui est l'endroit où il se trouve, Oui. par des espions, par des Mais c'est loups et des justement wargs ça. qui sont envoyés. Alors du coup, on est d'accord. Mais le Mais Caradhras parce en que le lui-même Mord- avait sa volonté propre. Oui, d'accord. Ça n'empêche pas que le Caradhras peut aussi avoir son système de défense. Par contre, pour le Mordor, je trouve qu'on est un peu loin. Mais là, pour le coup, c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce serait Saruman qui aurait... Pour moi, c'est quand même plus Saruman qui aurait fait venir cette tempête, un peu plus comme dans le film. Et que là, c'est Saruman qui est en mode, ok, on leur a envoyé des loups, on leur a envoyé des wargs. Maintenant, ils ont réussi à tout combattre. Maintenant, il faut que je vois, il faut que j'envoie mes espions. Donc c'est lui qui va un peu retirer. Mais bon. En fait, c'est difficile à dire. Eux-mêmes se posent exactement cette question dans le chapitre précédent.
Et il y en a comme Boromir qui défendent l'idée que c'est effectivement Saruman, et puis il y en a comme Aragorn ou Gimli qui disent que non. Donc je sais pas, parce qu'il y a quand même cette idée de la personnification du lieu, qui a vraiment sa propre volonté de laisser ou non passer des gens. Je sais pas, peut-être qu'on le découvrira plus tard. J'avoue, je me souviens plus si c'est éclairci complètement, ce point. On pourra faire un peu de recherche pour voir un peu plus loin. Gimli marchait désormais en avant, aux côtés du magicien, tant il avait hâte d'arriver à la Moria. Mais la contrée dans laquelle ils étaient avait bien changé. Là où se trouvait un ruisseau, autrefois, qu'ils auraient dû suivre, était un pays morne et desséché. Enfin, Gimli, qui était devant, aperçut un fin filet d'eau parmi les pierres rouges de la région. Et enfin, une chute d'eau. « C'est dire si les choses ont changé, » fit Gandalf. « Mais on ne saurait s'y tromper. Voilà tout ce qui reste des chutes de l'escalier. Derrière ces chutes, il y avait jadis une vallée peu profonde qui s'étendait jusqu'au mur de la Moria. Et le Cyrano la traversait, bordée par la route. Allons voir ce qu'elle est devenue. » Ils trouvèrent les marches de pierre sans difficulté. Et enfin, les murs de la Moria. Mais aucune trace de quelconque porte d'entrée. « Ce sont les murs de la Moria, dit Gandalf, pointant l'index de l'autre côté de l'eau. C'est là que se trouvait la porte, il fut un temps, la porte elfique, à la fin de la route de la Houssière par laquelle nous sommes venus. Mais cet accès est bloqué. Je suis bien sûr qu'aucun d'entre nous ne voudra nager dans cette eau sombre à la tombée du jour. Elle a un air malsain. » Il ne croit pas si bien dire. Il leur faudra alors trouver un autre chemin et contourner par le nord. Un chemin où Bill, le poney, ne pourra malheureusement pas venir. « Je suis désolé, dit Gandalf. Le pauvre Bill nous a été utile, et cela me fend le cœur de devoir l'abandonner. Si j'avais pu en faire à ma tête, j'aurais voyagé plus léger, et nous n'aurions pas d'animal. Surtout pas celui que Sam a pris en affection. Je craignais depuis le début que nous ne soyons forcés d'emprunter cette route. » La journée tirait à sa fin et les étoiles brillaient déjà dans le ciel au-dessus du soleil couchant quand la compagnie atteignit le bord du lac. Celui-ci devait mesurer 500 mètres à l'endroit le plus étendu. Ils se hâtèrent de le contourner pour atteindre la rive opposée que visait Gandalf, après quoi il lui fallait encore trouver les portes de la Moria. En arrivant enfin de l'autre côté du lac, ils se trouvèrent devant une étroite crique qui leur barrait le passage. L'eau était verte et stagnante, mais peu profonde au bord. Gimli passa devant les autres, qui marchèrent en file derrière lui, car les derniers mètres qu'il leur restait à parcourir constituaient un chemin accidenté, fait de pierres traîtreusement couvertes de mousse humide. Frodon glissa sur l'une de ces pierres, et fut saisi de dégoût lorsque son pied entra en contact avec l'eau. À ce moment, au centre du lac, un très léger son se fit entendre, à peine perceptible. Un bruissement, suivi d'un plouf, comme si un poisson eût troublé la surface immobile de l'eau. De grands cercles partaient en s'élargissant d'un point situé au loin dans le lac. Il y eut un bruit de bulles, puis ce fut le silence. Alors que les derniers rayons de soleil s'évanouissaient, la communauté finit par atteindre la bande de terrain sec qui s'étendait entre le lac et les falaises. Elle était étroite et encombrée de pierres et de roches tombées. Tout contre la falaise se dressaient encore forts et vivants 2 grands arbres, plus gros que tous les houx que Frodon eût jamais vus ou imaginés. Ils se dressaient comme des colonnes gardant le bout de la route. « Nous y voici enfin !» dit Gandalf. « Ici se terminait la route elfique de Usaï. Le houx était le signe des gens de ce pays, et ils plantèrent ici pour marquer la fin de leur domaine, car la porte de l'ouest fut faite surtout à leur usage, pour leur commerce avec les seigneurs de la Moria. C'était alors des temps plus heureux, où il régnait encore parfois une amitié étroite entre gens de races différentes, même entre les nains et les elfes. Et j'aurai par conséquent besoin de votre aide à tous les deux, Legolas et Gimli. Les portes sont fermées et cachées, et plus tôt nous les trouverons, mieux cela vaudra. » Pendant ce temps, les autres membres de la compagnie entreprirent de n'emporter que le strict nécessaire et de délester Bill le poney de ses chargements, car il ne pourrait les suivre dans la Moria. Voyant la détresse de Sam à l'idée de le laisser au seuil, Gandalf s'approcha du poney et lui murmura quelques ordres magiques pour guider la bête jusqu'à Foncombe, sans encombre. Comme pour le consoler, le poney colla alors sa tête contre celle de Sam, qui éclata en sanglots. Cette opération achevée, ils se retournèrent pour observer Gandalf. Il se tenait entre les 2 arbres, le regard fixé sur le mur uniforme de la falaise.
Gimli allait de place en place, frappant le rocher de sa hache, et Legolas était collé contre la paroi comme s'il écoutait quelque chose. Gandalf caressa le mur un instant, puis s'exclama. « Regardez! Ne voyez-vous rien maintenant ?» La lune éclairait à présent la face grise du rocher, mais ils ne virent rien de plus pendant un moment. Puis, lentement, sur la surface où le magicien avait promené ses mains, des lignes apparurent faiblement, comme de minces veines d'argent courant dans la pierre. De l'Ithildine, des gravures qui ne reflètent que la lumière de la lune et des étoiles. On en avait parlé dans le précédent épisode, Ouais. ça a été tracé avec du mithril. Tout à fait. J'en reparlerai d'ailleurs. Ah Ouais. Ces gravures dessinaient une porte dans la roche et au sommet de celle-ci se trouvait un arc de lettres en caractère elfique. De l'elfique au-dessus d'une porte de la mine des nains. C'est étonnant. Ils étaient très proches du coup à l'époque. J'en reparlerai aussi, tout à fait. Ah, mais tu vas parler de tout en fait. De toute façon, c'est ce que vient de dire Gandalf. Bah oui, bien sûr. effectivement. En dessous, bien que les fils furent par endroits estompés ou entrecoupés, se voyait le contour d'une enclume et d'un marteau, surmonté d'une couronne avec 7 étoiles. Et en dessous encore, il y avait 2 arbres, portant chacun un croissant de lune. Plus net que tout le reste, brillait au milieu de la porte une unique étoile à multiples rayons. Alors il s'agissait des emblèmes de Durin, de l'arbre des hauts elfes et de l'étoile de la maison de Féanor. Quant au texte supérieur, il disait ceci. « Voici les portes de Durin, seigneur de la Moria. Parlez, amis, et entrez. Ces mots sont ceux de Narvi, gravés par Celebrimbor. Est-ce que on est d'accord, bon, il va s'en suivre toute la partie qu'on connaît un peu tous. Ah, moi je ne connais rien, je découvre. Donc, bon, en fait, je vais te laisser aller, laisser faire, hein, j'en parlerai Ah. juste après. D'accord. Je suis curieux de voir ce dont tu voulais parler. Non, mais vas-y. Gandalf prit la parole. C'est assez clair. En tant qu'amis, nous devons trouver le mot de passe et le formuler pour pouvoir entrer. Du temps de Durin, ces portes n'étaient pas secrètes. Elles restaient généralement ouvertes sous la surveillance de gardiens. Mais si elles étaient fermées, quiconque connaissait le mot de passe n'avait qu'à le prononcer pour entrer. Pour ma part, je ne le connais pas. Et à moins que le souvenir s'en soit perpétué jusqu'à vous, Gimli... Non, il va me falloir réfléchir pour trouver la solution de cette énigme. Gimli baissa la tête et ne dit rien, tandis que les autres hurlèrent consternés, et seul Aragorn, qui connaissait bien Gandalf, demeura silencieux et impassible. Boromir, quant à lui, s'impatientait, pestait contre Gandalf et alla jusqu'à remettre en cause sa faculté à guider la communauté. Mais ce dernier ne se laissa pas démonter pour autant. « M'écoutez-vous seulement quand je vous parle, ou avez-vous déjà perdu toute faculté de raisonnement ? Je ne suis pas entré par ici, Boromir. Je venais de l'Est. Il est donc normal que je ne connaisse pas encore le mot de passe de cette porte, Boromir. Mais cela viendra bientôt. Et pour ce qui est de mes actes, vous pourrez en juger quand ils se seront révélés vains. Enfin, sachez que ces portes ne s'ouvrent que de l'intérieur, donc inutile de vous acharner à les pousser d'ici. « Qu'allez-vous faire alors » demanda Pipin, qui ne comprenait pas que le magicien commençait à être passablement irrité. « Je cognerai sur les portes avec votre tête, Pérégrine Took. Et si cela ne les fracasse pas et qu'on me libère un peu des questions stupides, je chercherai à trouver la formule d'ouverture. » Deuxième fois que Gandalf et Pipin s'échappent un petit Mais peu. voilà, du coup, je peux en venir à ce que je voulais dire juste avant. Oui. Mais moi, j'ai toujours trouvé ce moment, même dans le livre ou dans le film. Je suis un peu d'accord avec Boromir, je suis désolé, mais c'est l'énigme la plus bête et la plus simple de tous les temps. Vraiment, je trouve ça c'est d'une simplicité absolument déconcertante. Parler ami, bon... On le connaît on aussi. le co- Non mais, enfin, c'est vraiment la... Tu sais, il y a un peu des systèmes d'énigmes comme ça où tu dois juste réfléchir d'une manière un peu différente. Ouais. Et là, en fait, effectivement, il doit dire le mot ami en elfique, enfin, on va le voir, c'est juste ça, c'est vraiment l'énigme la plus bête du monde, et il va passer vraiment du temps avant de comprendre. Je trouve ça fou pour un magicien qui est quand même une sorte de représentant du savoir. Tu de peux prendre pas toujours être à autant ton de temps, top, quoi. Ouais, mais ça m'a toujours frappé. Je me suis toujours dit, putain, vraiment, Gandalf, là... Il y a le côté de traduction, je pense, que si tu traduis littéralement par « dites ami », déjà ça paraît plus logique. Et il l'a traduit en... En fait, s'il avait juste lu la phrase déjà en elfique, ça se serait ouvert. Mais Ouais. il l'a lu en langage des hommes et il n'a même pas jugé bon de le lire en elfique. Ouais. Et comme il le dit, vu que c'était gardé et tout le temps ouvert, c'était presque comme si tu laissais ta porte ouverte de chez toi, toujours, et une seule fois tu la fermes et tu mets la clé sous le paillasson, en fait. C'est aussi bête que ça. Ouais. Mais c'est surtout avoir... C'était une défense, une pseudo-défense. Enfin, tu vas me dire, les orques ne vont probablement pas parler elfique, mais je trouve Non. quand même comme mot de passe, enfin, si t'as
un gars qui est un minimum Sauron, par exemple, qui arrive à la porte, je pense. Il le trouve, C'est quoi. comme un mot de passe relativement. Tu vois, c'est C'est un peu 1, 2, 3, 4, quoi. quand t'écris un mot de Ouais. passe, là on est sur le Ouais. net, c'est que t'as fort ou faible. Là, Ouais. on est en rouge, quoi. Ah oui, C'est oui, genre, oui. Tu peux Rajouter pas le une valider. majuscule et. Non, mais c'est clair. C'est vraiment les gens qui écrivent mot de passe comme mot Ouais, de passe. c'est ça, 1, 2, 3, 4 ABC. Gandalf s'approcha de la porte, colla son bâton au mur et marmonna. « Je connaissais jadis toutes les incantations dans toutes les langues des elfes, des hommes ou des orques. Les mots d'ouverture sont certainement en elfique, comme l'inscription de l'arc. Oui, cela paraît certain. Allez, quoi. La solution est juste à côté de toi. » Il tenta différentes formules en elfique, d'une voix profonde et autoritaire, mais rien ne se produisit. Il réessaya avec des modifications. Puis d'autres incantations, plus vite, plus haut, plus lentement, des mots isolés, mais la pierre ne bougeait toujours pas. Et s'il parlait en fourche-langue, peut-être que... Gandalf s'assit alors en silence, dépité, sur un rocher. Le vent qui passait sur la communauté charriait avec lui le cri de loup qui avait visiblement suivi leurs traces. Bill le poney eut un soubresaut de peur. « Ne le laissez pas s'enfuir !» dit Boromir. « Il semble que nous allons avoir encore besoin de lui si les loups ne nous découvrent pas. Ah, que je hais cet étang infect !» Il se baissa pour ramasser une grosse pierre qu'il jeta au loin dans l'eau. Elle disparut avec un léger claquement, mais il y eut en même temps un bruissement et de nouveau une bulle. De grandes ondulations circulaires se formèrent à la surface, au-delà de l'endroit où était tombée la pierre, et elles avancèrent lentement vers le pied de l'escarpement. « Pourquoi avez-vous fait cela, Boromir ?» dit Frodon. « Moi aussi j'ai horreur de cet endroit et j'ai peur. Je ne sais pas de quoi. Pas des loups, pas des ténèbres derrière les portes, mais d'autre chose. J'ai peur de cet étang, ne le dérangez pas. » Cela commençait à s'agiter du côté des hobbits, et Gandalf ne leur prêtait aucune attention. Assis, la tête baissée, il demeurait plongé soit dans le désespoir, soit dans une réflexion soucieuse. Le hurlement lugubre des loups se fit entendre de nouveau. Les rides de l'eau grandirent et approchèrent, certaines léchèrent déjà la rive. C'est alors que le magicien bondit de joie, presque hilar. « Oh, j'y suis ! Mais oui, bien sûr, c'est d'une simplicité absurde, comme la plupart des énigmes quand on voit la réponse. » Il ramassa son bâton, et, debout devant le rocher, il dit d'une voix claire « Melon !» Une fente apparut dans le mur lisse qui paraissait n'être fait que d'un bloc, et les portes s'ouvrirent. Ah, ça y est, Voilà. le fameux Melon. Melon. Que je pense tout le monde a toute son enfance pris pour un Melon. Ouais, un bel... Ça a valu quelques détournements d'ailleurs sur internet avec une certaine chanson. Hein. Oh mon dieu. À voir, à voir. Par l'ouverture se voyait un sombre escalier qui grimpait en pente rapide, mais au-delà des premières marches, les ténèbres étaient plus profondes que la nuit. La compagnie écarquilla les yeux d'étonnement. La traduction aurait dû être « Dites, amis, et entrez ». Il m'a suffi de prononcer le mot elfique pour ami et les portes sont ouvertes. C'est tout simple. Trop simple pour un maître du savoir en ces temps de méfiance. C'était alors des jours plus heureux. Allez, maintenant, rentrons. Ouais, comme quoi c'est un peu expliqué au final. Il se justifie. Il se justifie hein. très bien. Hein. Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, t'avais peut-être pas besoin à cette époque-là d'un message, Ouais. d'un mot de passe Non. trop compliqué, quoi. Mais C'est juste pour éviter que n'importe quel animal, je pense, puisse rentrer ouais, au final. ouais. N'importe quel hobbit ou homme de passage. S'avançant, il posa le pied sur la première marche. À ce moment, plusieurs choses se produisirent. Frodon se sentit saisir par la cheville et il tomba avec un cri. Bill le poney poussa un furieux hennissement de peur, tourna bride et s'enfuit dans les ténèbres le long du lac. Sam bondit à ses trousses, puis, entendant le cri de Frodon, il revint au pas de course pour s'attaquer aux longs tentacules verts, lumineux et humides qui le saisissaient. Les autres se retournèrent vivement, et ils virent les eaux du lac bouillonner, comme si une armée de serpents s'avançait à la nage de l'extrémité sud. Le tentacule tirait Frodon vers les profondeurs du lac, tandis que Sam, à genoux, le tailladait à coups de couteau. Le bras lâcha Frodon, et Sam tira celui-ci en arrière, appelant à l'aide. 20 autres bras sortirent, onduleux. L'eau noire bouillonna, et une horrible puanteur s'éleva. « Dans les mines ! Vite !» cria Gandalf. Tous coururent le rejoindre. Ils avaient à peine réussi à passer les portes que les tentacules tâtonnants franchirent en se tortillant la rive droite et se mirent à palper le mur de la falaise. De nombreux bras serpentins saisirent les portes de chaque côté et avec une force horrible les firent pivoter. Elles se refermèrent avec un écho fracassant et toute lumière disparut. Le magicien frappa son bâton au sol et une lumière pâle en jaillit. « Nous n'avons plus le choix désormais. Il nous faut affronter les ténèbres de la Moria. Soyez sur vos gardes.
Il y a des êtres plus anciens et plus répugnants que les orques dans les profondeurs du monde. Ne faites pas de bruit. Il nous faudra 4 jours de marche pour atteindre l'autre côté. Espérons que notre présence passera inaperçue. Du coup, c'est cette fameuse créature qui ferme les portes, en fait, et qui les ferme, qui ne fait pas tout effondrer. Oui, tout à fait. Et oui, contrairement au film, ça ne s'effondre pas, elle referme la porte. Et est-ce que tu as fait des recherches un peu sur cette créature? Parce que j'avoue, moi, j'ai vu plusieurs mentions. Je sais qu'elle a une origine un peu spéciale. Il y a des choses qui se disent sur elle, mais... Alors cette créature, de ce que j'avais vu, elle s'appelle le guetteur de l'eau. C'est une créature dont on ne connaît pas l'origine, la naissance, ni depuis quand exactement elle se trouve à cet endroit-là. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a été potentiellement en contact avec Sauron, que Sauron soit a marchandé avec elle pour qu'elle reste là et qu'il lui laisse, entre guillemets, le droit de rester, soit qu'il a eu vent de sa présence et qu'il s'est dit que ça offrirait une protection supplémentaire pour pénétrer le Mordor. Parce que du coup, on a quand même une sorte de poulpe avec une vingtaine de bras qui garde cette entrée. Et on sait aussi qu'elle a été en contact avec d'autres personnages. On va en parler dans le prochain chapitre. On apprendra qu'elle aura tué certains personnages que l'on connaît. Oui, en effet, Balin, en fait, l'a rencontrée, enfin, l'a découverte 30 ans avant la communauté, quand ils sont venus tenter de reprendre la Moria. Et on aura des mentions de cette fameuse bête qui a fait tomber plusieurs nains, dans le fameux livre que Balin... le livre de Mazarbul. Ah, c'est ça, bien sûr. Il y a aussi... en fait, il y a quelques théories sur l'origine de cette créature et sur pourquoi est-ce qu'elle attrape Frodon. Et en fait, pas besoin de théoriser beaucoup, dans le livre c'est déjà assez explicite. Elle s'est attaquée principalement à Frodon parce que c'est lui qui portait l'anneau. Est-ce que c'est pour attraper l'anneau et le rendre à Sauron? Ça on ne sait pas. Ou est-ce qu'elle est attirée par le pouvoir de l'anneau? Possible aussi. Mais il y a visiblement quelque chose qui est plutôt lié à ce pouvoir-là. Et peut-être que si Frodon n'avait pas été là avec l'anneau, elle ne les aurait même pas attaqués en fait. Ouais, c'est ça. Il me semblait avoir lu quelque part que... Parce qu'en fait, elle n'est pas là depuis tout le temps. Elle est arrivée à un moment. Elle n'était pas là quand la Moria était prospère. Tout à fait. Et ce lac, à cet endroit-là, n'était pas présent. N'a pas toujours été présent, Non. il me semble. J'ai même vu une mention... Alors là, vraiment, c'est un truc que j'ai lu. Je ne sais plus où je l'ai lu. Et je ne sais pas donc la véracité de ce truc. Mais que cette créature aurait elle-même creusé ce lac, cet étang dans lequel elle se trouve. Donc elle est venue vraiment s'installer là... volontairement. C'est possible, hein, mais on ne sait pas si elle vient peut-être même de la Moria et des profondeurs de la Moria même. Comme le dit Gandalf, il y a certaines créatures qui viennent des profondeurs du monde dont on n'a pas connaissance, c'est vrai. autres que les Balrogs. Et en fait, dans la Moria, entre autres que ce guetteur de l'eau, il y a d'autres créatures que le Balrog au fond de la Moria, que moi je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a des mentions ou des théories dessus, mais il est avéré qu'il y a des choses enfouies qui dorment Mais dans les toutes profondeurs de la Moria. Je pourrais essayer d'en reparler un petit peu en faisant des recherches, parce qu'on est évidemment persuadé que cette créature existe, mais c'est très intéressant d'en reparler un peu en faisant des recherches. C'est assez flou. Parce que, oui, mais c'est des créatures justement très floues, parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Oui, on peut les imaginer en plus, ce qui est d'autant plus effrayant. Je pense qu'elles ont... En fait, j'aimerais bien donner les infos véridiques, on en reparlera plus tard, mais c'est vraiment, elles portent le nom justement de créatures... comment dire, non nommées, enfin elles n'ont pas de nom. On en reparlera plus tard pour pas dire de bêtises. Et je vois ici d'ailleurs sur le wiki qu'en effet, certains disent que la créature a créé elle-même le dam, pardon, j'en perds mes mots, le barrage qui aurait créé ce lac il y a bien des décennies. Mais ça me semble pas tout à fait, maintenant que tu le dis, bête que ce soit une créature qui vienne des profondeurs, vu que à cet endroit-là, on va la prendre, les nains ont creusé trop avidement. Et ont pu peut-être ramener des choses dangereuses. C'est en effet les choses sans nom, qu'on en reparlera plus tard. En anglais, the nameless thing, mais c'est bien du coup les choses sans nom, donc ces créatures tellement inconnues et sombres et bizarres, les créatures dans le fond de la Moria. De si grande profondeur, c'est comme ces poissons ou ces insectes sous-marins qui vivent dans l'obscurité totale. Et si tu les illumines ou que si tu les sors de l'eau et que tu essaies vraiment de les voir, et c'est des créatures, pas pour nous, c'est des monstres en fait. Pour guider la communauté. Après avoir grimpé les 200 marches que composait ce large escalier, ils découvrirent une imposante voûte au-dessus d'eux. Ils s'installèrent brièvement au sommet des marches avant de poursuivre afin de consommer quelques rations, encore secouées par ce qui s'était passé à l'entrée de la mine. Gandalf les mit en garde sur leur utilisation des vivres et surtout de l'eau, car les sources qui se trouvaient dans les profondeurs étaient tout sauf comestibles et on ne savait pas quelle autre créature pouvait y reposer. À moins d'une très grande chance,
ils auraient besoin de tout ce qu'il leur restait avant de voir la lumière de l'autre côté de la mine. Après s'être partagé une gorgée du breuvage elfique, ils repartirent rapidement. Tous souhaitaient en finir avec ce trajet aussi vite que possible, et ils étaient disposés à continuer de marcher durant plusieurs heures encore. Gandalf avait repris la tête, illuminant à faible portée le chemin devant lui avec son bâton, et tenant son épée Glamdring dans l'autre main. Derrière lui venait Gimli, Frodon qui avait tiré son épée d'art qu'il craignait de voir briller, signe d'orque à proximité, puis Sam juste derrière lui, ensuite Légolas, Merry, Pipin, Boromir, et en arrière-garde, dans l'obscurité, marchait Aragorn. Après quelques sinuosités, le passage commença à descendre, et il en fut ainsi pendant assez longtemps avant qu'il ne redevienne horizontal. L'atmosphère était chaude, étouffante, mais elle n'était pas viciée, et ils sentaient par moments sur leur visage des courants d'un air plus frais qui venaient d'ouvertures invisibles dans les murs. À travers le pâle rayonnement du bâton du magicien, Frodon avait des aperçus d'escaliers et d'arches, d'autres passages et de tunnels, montant en pente douce ou descendant fortement, ou encore ouvrant sur les ténèbres d'un côté ou de l'autre. Il y avait de quoi être totalement dérouté, sans aucun espoir de s'y retrouver. Gimli, bien qu'inutile à Gandalf pour se repérer, avait le mérite d'être un bon soutien par son courage et sa sérénité à arpenter ces galeries dans l'obscurité, contrairement aux autres. Bien que Gandalf le consultait sur les chemins à prendre, c'était toujours lui qui choisissait les embranchements, car les mines de la Moria étaient d'une étendue et d'une complexité qui dépassaient de loin l'imagination de Gimli, tout nain qu'il était. L'Istari ne se fiait qu'à son flair, et son objectif était tellement clair qu'il finissait toujours par sentir quel sentier emprunter. Et là, je pense qu'il y a une autre forme de magie de Gandalf qui nous est révélée, un peu comme ce foresight de Elrond. Ouais. Gandalf, par son espoir et surtout par la vision claire de son objectif, il peut avoir une sorte de clairvoyance, qui d'ailleurs va être rementionnée plus tard dans ce chapitre. Je ne sais pas si tu as gardé cette partie-là, Cyril, où on parle des bienfaits, et là on revient à un de nos premiers épisodes sur les bienfaits de l'herbe à pipe. Où Gandalf dit à un moment dans les mines, mais tiens, je vais m'arrêter et fumer une pipe parce que je n'ai pas fumé depuis qu'on est parti de Foncombe. Et il va se poser, fumer un peu, comme dans le film d'ailleurs, sauf que là on n'en parle pas, on ne s'appesantit pas dessus. Il va s'arrêter pour fumer et ça va lui permettre de encore plus facilement retrouver son chemin et de se mettre les idées au clair. Je vais en toucher un mot, mais... Parce que ça, pour rappel, on en avait parlé dans le tout premier épisode, dans le chapitre du prologue sur l'herbe à pipe. C'est une des facultés apparemment de l'herbe à pipe dans l'univers de Tolkien, c'est d'aider à avoir l'esprit clair. Avoir l'esprit plus clair. C'est pas le cas dans notre monde à nous. Un disclaimer. Voilà. Aragorn rassurait la compagnie tandis que les deux meneurs de la troupe échangeaient sur une énième direction. Gandalf ne l'avait jamais failli, il circulait des histoires époustouflantes sur lui à Foncombe et ils pouvaient tous s'estimer heureux d'avoir un tel guide. Il ne disposait d'aucun combustible ou d'aucun moyen de fabriquer des torches, mais sans la lumière magique, ils auraient vite sombré dans la désolation. Non seulement les chemins parmi lesquels il fallait choisir étaient multiples, mais il y avait aussi en mains endroits des trous et des fosses, et aussi, le long du chemin, des puits sombres dans lesquels leurs pas résonnaient au passage. Les murs et les sols étaient sillonnés de fissures, et de temps à autre, une crevasse s'ouvrait juste sous leurs pieds. La plus large faisait plus de 2 mètres, et il fallut un bon moment à Pipin pour rassembler assez de courage pour sauter par-dessus l'affreux vide. Un bruit d'eau bouillonnante montait du fond lointain, comme si quelques grandes roues de moulin tournaient dans les profondeurs. Tiens donc, y aurait-il de la vie dans les profondeurs de la Moria ? Affaire à suivre. Sam pensa encore à ce qu'il avait laissé derrière lui. Si seulement j'avais pris avec moi cette fichue corde, ça aurait pu grandement nous aider. Leur progression ralentissait, autant que ces dangers devenaient de plus en plus fréquents. Ils étaient exténués, même Légolas, mais l'idée de faire halte ne les enchantait guère pour autant. Frodon avait regagné du courage après ses dernières gorgées de myruvore, mais à présent, il sentait de nouveau monter en lui une profonde inquiétude. Bien qu'il eût été guéri à Foncombe du poignard de Morgul, cette blessure n'était pas restée sans effet, et lui avait conféré de nouveaux dons. Ses sens étaient plus aiguisés, et il avait une plus grande conscience des choses invisibles. Il voyait mieux dans l'obscurité qu'aucun de ses compagnons, à l'exception peut-être de Gandalf, et puis, étant le porteur de l'anneau, il sentait la présence du mal devant, et aussi derrière eux. Mais il n'en disait rien, et serrait davantage la poignée de son épée, tout en continuant sa marche avec opiniâtreté. Ouais, ça me fait penser à un message qu'on a reçu. Alors, je ne sais plus son nom, il m'excusera, mais quelqu'un qui nous disait par rapport, parce qu'on parle beaucoup des visions de Frodon et de cette faculté qu'il a, et qui nous disait que
peut-être, en tout cas dans sa tête, il se disait que peut-être le pouvoir de l'anneau pouvait conférer à Frodon certains dons. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est censé être un objet ultra magique. Ouais, et c'est le fait vrai. de le posséder et de l'avoir sur soi doit peut-être d'une certaine manière lui conférer aussi certains pouvoirs. Et ici, il est fait mention qu'il a cette capacité de sentir le mal aussi parce qu'il est le porteur de l'anneau. Donc je crois qu'en fait, il peut y avoir un lien entre les deux. C'est vrai que ça peut... Tous ces éléments peuvent donner à Frodon une forme de conscience plus grande, en fait. Bah, ça fait sens en fait, je pense que c'est même assez logique. On parle tout le temps des côtés négatifs et des pouvoirs négatifs de l'anneau, mais il y a beaucoup de gens qui veulent le récupérer pour son pouvoir. Ouais. Bien sûr, c'est illusoire de pouvoir utiliser le pouvoir à des fins propres, personnelles et bénéfiques, mais au final, elles sont quand même là. Ils sont quand même là, ces pouvoirs bénéfiques. Donc oui, à partir du moment où tu l'as, même si tu es malheureusement, enfin c'est un fardeau, tu dois quand même bénéficier de certaines choses. En l'occurrence ici, les visions et d'autres choses, quoi. Je pense que c'est un fardeau aussi parce qu'il veut le détruire et que l'anneau a sa volonté propre, a une Ouais, c'est conscience, et c'est bien que son porteur veut le détruire. Du coup, l'anneau ne se montre pas aussi bienveillant et bénéfique qu'il pourrait se le montrer auprès d'une personne qui l'utiliserait juste pour être plus puissant. Ouais. Bah regarde, Bilbon, à mon avis, est celui qui s'en est le mieux tiré. Ouais. Oui, Il a étonnamment. vraiment pris tous les côtés un peu positifs de la chose. Gollum, bon, a une longue vie, mais il ressemble quand même à un Gollum. Oui, il a été complètement perverti, il a tué son ami. Oui, clairement. Il l'a eu pendant 500 ans. hein. Mais ouais. Pauvre anneau, Isildur, qu'est-ce qu'il a dû vivre avec Gollum pendant 500 ans à se faire caresser par cette immonde créature. Dans les profondeurs des Misty Mountains. Bah, c'est vrai qu'il y a des petits pouvoirs aussi un peu plus gadget, on va dire, de cet anneau, comme le fait de pouvoir comprendre les araignées. Lorsque Mhm. Bilbon porte l'anneau, il comprend le langage des araignées. Bah, le fait d'être invisible, bon, même si techniquement t'es dans Mhm, l'autre monde, c'est vrai que c'est aussi... Et c'est souvent utilisé à bon escient aussi, quoi, au final. mhm. Mais en fait, ça doit conférer une partie des pouvoirs de Sauron, tout simplement. Ouais. Puisque il renferme une partie des pouvoirs de Sauron, donc... Oui, et puis quand Sam le... Je spoil un peu, on verra plus tard, mais il y a aussi sa mort à l'anneau à un moment, il y a tout ce côté où à un moment il paraît un peu plus grand, plus menaçant, je pense, Ouais. et son ombre en tout cas se meut en quelque chose de plus impressionnant. Ah, Ouais. bien vu, je n'avais pas fait le lien qu'il apparaît à certains orques dans la tour de Cirith Ungol comme plus grand. Tu crois que ce Ouais. serait lié à ça? Je pense qu'il est spécifiquement écrit dans le livre que le fait qu'il ait l'anneau lui confère une espèce D'aura. d'aura. Ouais, j'avais jamais pensé. Une petite phrase, hein, mais parce que moi, c'est le genre de truc où ça te marque parce que comme ça arrive dans le film, Ouais. Ouais. et tu fais ah génial, c'était Mm. bel et bien dans les livres. C'est vrai qu'on d'une voit cette certaine ombre dans le manière. film Ouais. grandissante. Bah, c'est détourné Non. parce que dans les films, t'as l'impression que c'est plus une... Une araignée presque. Non, mais une illusion d'optique Oui. que les orques se font avoir par Mm. le fait... par voilà, la Ouais, lumière. ouais. Mm. Mais en fait, il y a aussi l'anneau derrière en fait, qui joue un rôle. Cet anneau, comme on en parle comme ça, moi il me fait un peu penser d'une certaine manière au fonctionnement d'un Horcrux Ouais, dans les Harry Potter, où tu vois, il y a ce... à fond. où tu peux arriver à rentrer en contact, dans le cas de Voldemort, puisque c'est les Horcruxes dont on parle le plus, où il y a... Harry arrive à parler fourche-langue, à avoir de la télépathie aussi avec lui. Mais on n'avait pas déjà parlé de ça parce que moi je trouve qu'il y a un lien direct entre ce que J.K. Rowling a fait avec les Horcruxes et l'anneau. Même si elle l'a Ouais. poussé plus, mais Oui. je dis pas C'est qu'il y un a de fragment. l'inspiration ou Mhm. quoi, mais il a clairement fragmenté sa puissance, et c'est la définition même des Et ça change ton Horcruxes. humeur et il Ouais. te tire vers le bas, on va dire. Quand Ouais, il clairement. porte cet anneau. À un moment, il Ouais. porte pas un anneau, mais un médaillon autour du cou. Oui, c'est ça. Bon, certainement, elle a dû être inspirée. Bah, tout à fait. Tout à fait. Quel anglais n'a pas lu Le Seigneur des Anneaux? Peut-être qu'on en parlera bientôt plus précisément. Ah, peut-être. Derrière Frodon, la compagnie parlait peu, et seulement en murmures rapides. Il n'y avait d'autre son que celui de leurs propres pas, et de temps à autre d'un égouttement à peine perceptible. Mais Frodon commençait cependant à discerner quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait au pas léger de doux pieds nus. Ce n'était jamais assez fort ou assez proche pour lui donner la certitude de l'avoir entendu, mais une fois que ce son eut commencé, il ne cessa plus quand la compagnie était en mouvement. Ce n'était pas un écho, toutefois, car, aux arrêts, le léger piétinement se poursuivait encore un peu, tout seul, avant de s'immobiliser. Ah. Frodon ne le savait pas encore, mais un être intimement lié à l'anneau les talonnait et avait encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. Coucou toi. Ça y est.
les premières mentions concrètes en tout cas. Voilà, pour le coup, ce ne seront plus nos propres théories. Hein, Ouais, là, ouais, ouais. Non, là, mais en relisant ce passage-là, dans le livre originel, pas ce que je viens d'écrire, mais je pense que Gollum, en fait, effectivement, les attendait, était bloqué dans la Moria, il était là. Parce que c'est la première Non. fois qu'il est clairement fait. J'étais fan de cette théorie de Gollum. Il était C'était trop tôt. au passage. Non. Parce que surtout, en fait, comment il aurait pu les attendre en bord de Foncombe, sans se faire réattraper, avec les Nazgûl, etc. Avec Je beaucoup de trouve gardes. pas ça plausible. Il serait pas monté dans la montagne derrière eux, les suivre, il n'aurait pas tenu. Donc ouais, il était bloqué dans un Moria, et c'est la première fois qu'on fait vraiment mention de petits pieds qui les suivent et qu'il ne les avait jamais entendus avant. Ouais, non, clairement. Et Gollum voit très bien dans le noir, donc il a pu les entendre, les suivre sans problème. Malheureusement. J'y Cette théorie tombe à l'eau. croirais. La théorie tombe à l'eau, désolé. Quiconque veut peut encore y croire. J'avais parlé en off lors du dernier enregistrement, qu'il y a encore des mentions qui sont faites dans les livres plus loin, qui pourraient infirmer ou confirmer ce qu'on pensait, quoi, parce qu'il y a les mots qu'utilise Tolkien, ou en tout cas le traducteur pour parler de Gollum, nous renvoie à cette théorie qui fait que c'est toujours possible que ce soit lui sur le pont, à Croupeton, etc. Croupeton. À Croupeton. Mais bon, voilà, il est probablement conclu que ce n'est pas le cas. À leur entrée dans les mines, la nuit était déjà tombée. Plusieurs heures de marche passèrent quand Gandalf rencontra son premier obstacle. Il se trouvait devant une grande arche sombre qui donnait accès à 3 galeries. Les 3 semblaient mener plus ou moins vers l'est, mais celle de gauche plongeait, celle de droite grimpait, alors que celle du milieu semblait continuer tout droit, lisse et plat. « Cet endroit ne me rappelle absolument rien, » dit Gandalf. Après avoir réfléchi quelques minutes, il décida qu'il passerait la nuit, enfin la nuit de l'extérieur qui n'était pas visible ici puisqu'il faisait toujours sombre dans ces galeries, à cet endroit précis. À gauche de la grande arche, ils poussèrent une porte de pierre à demi fermée qui donnait sur une vaste pièce taillée dans le roc. « Doucement, doucement !» s'écria Gandalf alors que Merry et Pippin se précipitaient en avant, heureux à l'idée de pouvoir se reposer dans un endroit un peu plus abrité qu'au beau milieu du passage. « Doucement, vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Je vais passer en premier. » Et à raison. En effet, juste devant lui, apparut une grande ouverture ronde semblable à l'orifice d'un puits. Des restes de chêne rouillé traînaient au bord et descendaient dans le gouffre noir. Des éclats de pierre gisaient non loin. « L'un de vous aurait pu tomber là-dedans, » dit Aragorn. « Et on se demanderait peut-être encore à quel moment il toucherait le fond. Laissez le guide aller en premier, pendant que vous en avez un. » Alors ça ça aussi, j'avais fleuré la phrase quand je l'ai lu, Ouais. parce que c'est pas la première fois, ou alors c'est la première fois dans le chapitre qu'il y a vraiment un foreshadowing de ce qui va se passer. Aragorn qui met en garde que peut-être ils n'auront plus un guide très longtemps. Ah non, je sais. Le premier moment en fait qui m'avait marqué, c'était, je pense, quand ils étaient dans la montagne avec Gandalf, où Aragorn disait à Gandalf, je n'ai plus la phrase en tête, mais il disait, vous êtes vraiment sûr que vous voulez aller dans les mines ? Et en gros, ce qu'il lui disait en substance, c'est comme s'il savait déjà, il sentait que ça allait être la perte de Gandalf. Ouais. Et que lui ne ressortirait pas des mines. Notre compagnie se trouvait alors du coup dans cette pièce avec ce puits au milieu. Et Gimli expliqua que cette pièce avait probablement été une salle de garde destinée à la surveillance des 3 galeries. Le trou était autrefois couvert d'un couvercle de pierre qui avait depuis été brisé. Pippin se sentit étrangement attiré par le trou. Pendant que les autres préparaient leur lit aussi loin que possible de ce puits, lui se faufila au bord et regarda dedans. Il sentit comme une bouffée d'air froid lui frapper le visage montant des profondeurs invisibles. Pris d'une impulsion soudaine, il tâtonna à la recherche d'un morceau de pierre et le laissa tomber. Il sentit son cœur battre de nombreuses fois avant qu'un son se fasse entendre. De très loin en bas vint un plouf, très distant, mais amplifié et répété dans le long puits vide. Génie, Pippin, quel génie. Bravo. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Gandalf. Pippin lui avoua aussitôt son action. « Toux sans cervelle ! Ceci est un voyage important, pas une promenade d'agrément entre hobbits. Jetez-vous dedans la prochaine fois, cela vous mettra hors d'état de nuire. Maintenant, restez tranquille. » Ah bon, il a des raisons de s'énerver pour le coup. Ouais, mais bon, il le charge là. Ouais. Troisième fois que Pippin se fait charger de ouf. C'est Non, mais là... étonnant de se dire que Pippin, jamais on va explorer sa culpabilité
parce que je pense que même lui n'aura pas fait le lien entre la mort de Gandalf et son jet de pierre. Oh, si, Parce que sans ça, il se serait pas passé ce qui va suivre. il s'en serait peut-être sorti. Ouais. Enfin, encore que ça, c'est ce que Encore laisse que- le penser le film. Oui, Dans oui, le parce livre, que- c'est pas. Parce qu'en voyant la suite ici, Dans le livre, pas- c'est beaucoup pas moins si évident, c'est clair. Non, mais c'est vrai que dans le film, par contre, sans D'ailleurs- Pipin, Gandalf ne tombe pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il continue de lui rentrer dedans dans le 3, dans le Retour du Roi. Parce que l'ancien Gandalf, les souvenirs de l'ancien Gandalf se rappellent que c'est à cause de Pipin qu'il est mort. Ouais, alors que Parce- dans les livres, il est quand même un peu plus chill. Ouais. Et puis ici, je l'ai pas mentionné, mais il est fait mention. En fait, Pipin lui avoue directement qu'il a jeté le caillou. Donc, pour le coup, là, il l'a fait vraiment volontairement. Alors que dans les films, c'est pas volontaire. Ici, il le fait vraiment volontairement. Il jette un truc comme ça dans un puits. Mais en fait, Pipin lui avoue directement et il est marqué que Gandalf est soulagé et heureux de voir l'honnêteté de Pipin. C'est un crétin, mais c'est un crétin Voilà, honnête c'est au ça. moins. Et c'est ça. Et en fait, et du coup, il est content et en même temps, il est énervé. Voilà, ouais, j'ai gardé l'énervement. C'est fou. hein, que- fatouk. C'est tellement bien écrit cette scène dans le film quand même. Il a réussi à mixer une scène qui va venir plus tard où ils vont découvrir le livre avec les derniers récits des nains. Et plutôt que de lui faire juste vraiment de reprendre littéralement Pipin qui prend une pierre et qui pourrait peut-être à l'écran paraître un peu stupide et vraiment une adaptation littérale, il arrive à mêler la tension de la lecture de ce qui est arrivé aux nains et de Pipin qui écoute pas du tout et qui est juste fasciné par ce squelette. Il lui Ouais, fait trouver donc ça, là, c'est vraiment bien fait. Ouais. Là, on va voir que ça ne se passe pas au même moment. Hein, Oui. parce que, bon, du coup, je reviens à ce qui vient de se passer. Donc, Pipin vient de lancer son caillou et Gandalf de s'énerver. Mais heureusement, rien d'autre ne se fit entendre durant de longues minutes. Mais alors, de faibles coups montèrent des profondeurs. Tom, tap, tom, tap, tom, tap. Ils s'arrêtèrent, puis quand les échos se furent éteints, ils reprirent de plus belle. Tap, tom, tom, tap, 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 tom. On eût dit une sorte de signal, mais au bout d'un moment, les coups cessèrent et ne furent plus entendus. Gimli affirma que c'était là le son d'un marteau. Gandalf approuva. Il n'était pas sûr que la pierre de Pipin eût quelque chose à voir avec tout ça, mais il était probable qu'elle ait réveillé quelque chose qu'il aurait fallu ne pas déranger. Il punit Pipin alors en lui imposant le premier tour de garde. Ce dernier resta piteusement assis près de la porte dans l'obscurité totale, mais il ne cessait de se retourner craignant qu'une chose inconnue vînt ramper derrière lui. Il n'osait plus bouger. Gandalf, bien qu'immobile et silencieux, était en fait éveillé, et réfléchissant profondément au chemin qu'ils auraient à prendre. Au bout d'une heure, il relaya Pipin à la garde. La dernière chose que vit Pipin avant de s'endormir fut le vieux mage recroquevillé tirant sur sa pipe, la lumière rouge de la flamme révélant légèrement son nez pointu et la bouffée de fumée. C'est ce que tu faisais mention tout à l'heure. En fait, Gandalf, à ce moment-là, se rend compte que ça fait longtemps qu'il n'a plus fumé et il a besoin de réfléchir et il se met à fumer sa pipe pour avoir les idées plus claires. Gandalf les réveilla 6 heures plus tard, qu'il avait passé à monter la garde. Il avait pris la décision de prendre le chemin de droite, celui qui montait. Il n'aimait ni l'allure de la voie du milieu, ni l'odeur de la voie de gauche. Son choix s'était donc porté par élimination sur celle de droite. Pendant 8 heures, ils poursuivirent leur marche. Ils ne rencontrèrent aucun danger, n'entendirent et ne virent rien. Le passage qu'ils avaient emprunté ne cessait de monter en larges courbes et se faisait de plus en plus large. De toute évidence, ce chemin devait autrefois être une route importante, et ils progressaient plus vite qu'ils ne l'avaient fait lors de leur première marche. Frodon sentait son courage remonter, bien qu'il était fort accablé, et il entendait parfois, ou croyait entendre au loin derrière eux, un bruit de pas qui les suivait et qui n'avait rien d'un écho. Ils étaient parvenus aussi loin que des hobbits étaient capables de marcher d'une seule traite, et tous songeaient alors à dormir, quand d'un coup, les murs qui se dressaient de part et d'autre disparurent. La compagnie semblait avoir passé une haute porte voûtée, débouchant dans un espace vide et noir. Un grand courant d'air chaud soufflait derrière eux, mais devant eux, les ténèbres étaient froides sur leurs visages. Ils se regroupèrent fébrilement. Gandalf, satisfait, semblait avoir trouvé le bon chemin. Il pensait être arrivé en lieu habitable et estimait qu'ils étaient très hauts, non loin de la face est. Il décida de faire un peu de lumière. Il éleva son bâton et, un bref instant, il y eut une flambée semblable à un éclair. Ils virent apparaître au loin au-dessus d'eux un vaste plafond soutenu par une série d'imposantes colonnes taillées dans le roc.
Autour d'eux s'étendait une énorme salle vide, ses murs noirs et lisses, polis comme du verre. Ils virent 3 autres portails en arc d'un noir de jet, un devant eux à l'est et 2 autres de chaque côté. La lumière s'évanouit alors. Gandalf ne voulait pas risquer plus de lumière pour le moment. Il expliqua qu'il y avait jadis de grandes fenêtres au flanc de la montagne qui permettaient de faire entrer de la lumière aux étages supérieurs des mines. S'il avait raison, et qu'il s'agissait bien de ces dernières, ils en auraient le cœur net quand l'aube pointerait sa lumière au matin. Il proposa de se reposer là, en attendant de voir si son intuition était la bonne. Après quoi, il devrait entreprendre une grande descente vers les portes de la mine. La compagnie passa la nuit dans cette grande salle, blottie dans un coin, afin d'échapper au courant d'air froid qui semblait s'échapper du portail est. Ils étaient oppressés par la solitude et l'immensité des salles creusées. L'idée que s'étaient fait les hobbits de ces cavernes avant d'y pénétrer était sans commune mesure avec la terreur et la fascination que leur inspirait la véritable Moria. Oh, il devait y avoir une foule de nains ici à un moment donné, dit alors Sam. Tous plus à faire avec des blaireaux pendant au moins 500 ans pour creuser ces trous noirâtres. Ce ne sont pas des trous, répondit Gimli. C'est ici la cité et le grand royaume de la creusée des nains. Et autrefois, elle n'était pas noire, mais lumineuse et splendide, ainsi que nos chants le rappellent. Il se leva alors et se mit à chanter un chant à la mémoire de Durin qui fonda la Moria. La chanson rappelait comment elle avait été fondée, comment ces salles étaient resplendissantes et lumineuses, comment le sol et le plafond étaient couverts d'or, et comment la poésie et la musique imprégnaient les lieux. Malheureusement, ce temps était passé, et la mine n'était plus envahie que par les ténèbres et le silence. C'est peut-être le moment de faire un petit point sur la Moria et son histoire, puisqu'en fait, Gimli, à ce moment-là du livre, l'évoque dans ses chansons, que je vous ai résumées ici. Régale-nous. Alors, je vais devoir aborder plusieurs points pour expliquer un peu ça. Déjà, un peu l'origine des nains, en 2 mots. Je ne vais pas m'y attarder, mais en 2 mots. Certains racontent que les nains jaillissent des trous qui sont dans le sol. Mais c'est presque ça. En 2 mots, en fait, la création des nains remonte avant même la création et la naissance des elfes. En fait, Ilúvatar, donc après la création du monde, d'Arda et de la Terre du Milieu, Ilúvatar avait prévu d'éveiller ses enfants, donc les enfants d'Ilúvatar qui sont les elfes. Et il se trouve que Olé, un des Valar, un des dieux, avait ce désir d'aussi lui-même créer des êtres vivants. Il était impatient en fait, avant la création et l'éveil des enfants d'Ilúvatar. Il s'est donc mis à créer une race, les nains, en secret, dans les profondeurs de la terre. Il a créé 7 nains, et leurs femmes d'ailleurs apparemment, sauf un qui n'avait pas de femme, celui qui va nous intéresser ici. Et en fait, il va se rendre compte, il va les façonner si on veut, mais il va se rendre compte qu'il n'est pas capable d'avoir le feu de la vie. Je l'avais évoqué quand on parlait de Morgoth, parce que Morgoth va jalouser ce pouvoir qui appartenait seulement à Ilúvatar, de donner le souffle de vie, qui allait donner conscience à ces créatures. Et donc, Olé ne va pas être capable de donner la vie à ces créatures, et Ilúvatar va se rendre compte que Olé a créé en secret les nains, et il va pas le punir complètement, il va accepter en fait que ces créatures existent alors qu'il aurait pu tout simplement les détruire, mais il va les condamner à attendre l'arrivée des elfes, donc des premiers-nés, avant de pouvoir s'animer, et il va lui-même, donc Ilúvatar va lui-même leur donner la vie, une fois que les elfes s'éveillent. Il n'était pas fait de terre ou d'argile avant d'être découvert par Ilúvatar. C'est possible, il les avait façonnés. Je pense qu'il les avait façonnés dans la terre, dans les profondeurs. Ça. Et donc, effectivement, ils comme étaient... des golems presque. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils prennent forme humaine après, quand il leur donne le souffle. En tout cas, avec de la peau et tout, mais oui, ils sont façonnés là-dedans, quoi. Et donc, la fondation de la Moria remonte à peu près à ces temps-là, en fait, juste après. Ah oui, elle est si ancienne. Alors oui, en fait, on n'a pas vraiment de date de création, mais elle a été fondée par Durin ou Durin, moi je dis plutôt Durin d'ailleurs. Durin qui était l'aîné de ces 7 premiers nains à avoir été créés. Ah ouais, d'accord. Et il fut appelé Durin Trompe-la-Mort, parce qu'il faut savoir qu'il a vécu des milliers d'années. Il a vécu, donc il est né... aux années des arbres, et il a vécu jusqu'à la fin du premier âge, donc très 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 longtemps.
Durin trompe Quand la tu mort. parles des arbres, tu parles des arbres avec le Des lumière arbres des elfiques, donc Silmarils. avant même le premier âge, donc avant même la création des astres lunaires, Mais etc. attends, c'est incroyable Ouais. ça. Je savais pas qu'ils étaient aussi vieux que ça. Ah si, parce qu'il est né juste après l'éveil des elfes, en fait. Il est né, c'est un des premiers nains, en fait, Durin. Bah, surtout que en fait, les nains, techniquement, du coup, ils sont plus anciens que les elfes, d'une certaine manière. Ils ont pris vie après les elfes, mais Ils ont oui, pris vie avant les Le- elfes, mais leur ils étaient forme, présents c'est ça. avant les elfes. tout à fait. Mais du coup, Durin trompe la mort, qui est l'aîné de ces 7 premiers nains, s'établit dans les cavernes naturelles qui surplombaient le Khaled Zaram, sur le versant oriental des monts Brumeux. Et selon la légende, lorsque vint Durin pour la première fois à Khaled Zaram, le lac du miroir en langue naine, il y contempla pour la première fois le reflet des étoiles, et il décida de fonder la cité naine de Khazad-dûm sous les montagnes toutes proches. Selon la même légende, la couronne de Durin gît tout au fond de ce lac-là. En fait, il aurait vu le reflet des étoiles comme une sorte de couronne au-dessus de sa tête, et il aurait pensé qu'il avait un destin de créer une civilisation naine, voilà. Et c'est ce qu'il va faire, hein, d'ailleurs, parce que donc il a créé à ce moment-là la cité naine de Khazad-dûm, donc il y a très très longtemps. On n'a pas vraiment la date, c'est une estimation, mais on peut estimer qu'elle était là avant même le premier âge. Hein. C'est une très très vieille cité. C'est la plus vieille en fait. Donc, les successeurs de Durin étendirent la cité vers l'ouest, suivant la veine de Mithril qu'ils ont découvert dans Khazad-dûm et qui s'enfonçait sous le Caradhras, jusqu'à atteindre l'autre versant des monts Brumeux, probablement au cours du second âge. Donc, pour revenir à ça, donc Durin était un des 7 premiers nains. Et en fait, il faut savoir que c'est particulier parce que En fait, il y a une légende qui dit qu'il y aura 7 Durin, parce qu'en fait, Durin trompe la mort, il a disparu, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et en fait, les nains, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'un nain va naître et va ressembler à Durin, eh ben, ils vont considérer que c'est son incarnation, sa réincarnation, et ils vont le nommer Durin. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs Durin durant l'histoire. Il y en aura d'ailleurs 6 jusqu'à la fin du 3e âge, et puis il y aura le 7e, l'ultime au 4e âge, et ça je vais vous en parler après. Le 4e âge qui donc se passera après la victoire de la communauté sur Sauron, et qui est censé être le dernier Durin. Mais du coup, voilà que donc Durin fonde... Mais du coup, ils ne peuvent que se réincarner, ils ne peuvent pas être père et fils l'un de l'autre. Non, Ok, on est bien d'accord, ils ne Ouais, peuvent c'est ça. pas être... Ok, c'est juste pour mettre ça Ce au n'est clair. pas- par Ce serait rapport trop facile sinon. par Le rapport à, je titre sais pas, une adaptation quelconque qui aurait pu tout à fait. faire Le père et fils. titre de Durin ne peut pas être transmis d'un père à un fils, puisqu'en fait, il doit y avoir un premier Durin qui... Enfin, Il doit y avoir Durin doit décès du disparaître, exactement, pour avoir une sorte de réincarnation d'un nouveau Mhm. Durin. Donc ce n'est pas un titre qui se donne de père en fils, comme certaines adaptations amazoniennes pourraient le faire croire. Enfin bref. Ici, donc Durin premier a fondé Khazad-dûm. Et alors il faut savoir que donc c'était une cité extrêmement, extrêmement florissante. Donc durant la première moitié du 2e âge, la Moria, donc comme la nomment les elfes, en fait le Moria c'est le nom elfique pour Khazad-dûm. Donc la Moria est prospère grâce en fait en premier lieu aux réfugiés nains qui viennent des montagnes bleues qui disparurent suite à la destruction du Beleriand. Donc ça je l'ai déjà évoqué, le Beleriand c'était toute la terre qui y avait à l'ouest de la Terre du Milieu, à la suite de la première guerre contre Morgoth, où Morgoth a été vaincu et jeté hors du monde, là avec donc Erendil qui s'est battu avec les aigles dans son bateau dans le ciel, etc. Et les Valar qui se sont battus aux côtés des hommes et des elfes, il y a eu la destruction d'un énorme continent, et tous les nains qui vivaient sur ce continent-là, dans les montagnes bleues principalement, se sont réfugiés en Terre du Milieu, à l'est des Terres du Milieu, et donc se sont réfugiés principalement en Moria. Et c'est devenu une cité extrêmement prospère. Et en ces temps-là, ils ont commencé à faire du commerce avec les Noldor, donc un peuple elfe, on en a aussi déjà parlé, un grand peuple elfe dont faisait partie Elrond, qui peuplait les régions, qui est donc toute une partie de la Terre du Milieu, qui est juste à l'ouest en fait des monts Brumeux, hein, de Khazad-dûm. Et c'est à ce moment-là qu'il y a énormément de commerce entre eux, que les nains en fait vont commercer avec le Mithril, qui n'est trouvable qu'en Khazad-dûm. Et d'ailleurs, la porte de l'ouest, donc la porte que viennent de traverser nos amis, où il est marqué, qui apparaît avec la lumière de la lune, est faite effectivement par les elfes, comme un cadeau si on veut. Et donc les inscriptions sont taillées en, tu le diras, En mithril. Oui, mais c'est en mithril C'est et c'est le nom. Terme C'est de spécifique. l'Ithildin. C'est Lithildin, voilà, qui est donc en fait C'est un alliage. c'est un alliage de mithril que les elfes créent, qui est vraiment quelque chose qu'ils adorent, quoi.
Je vais en parler d'ailleurs, je vais en reparler encore après. Mais donc, les régions qui est peuplée par les Noldor fait énormément de commerce avec la Moria, et malheureusement, Sauron détruira le royaume des régions vers 1680 du Deuxième Âge, suite à une guerre, et c'est grâce aux nains de Durin III, à l'époque, qui peuplent la Moria à ce moment-là, que Elrond s'échappe et fonde Foncombe. Donc pour vous dire à quel point il y avait effectivement une énorme amitié entre ces deux peuples qui se côtoyaient à ce moment-là. Ils aideront encore Gil-galad et Elendil durant la guerre qui mettra fin au Deuxième Âge. Donc vraiment les nains à ce moment-là ont énormément joué. Donc la prospérité de la Moria continue jusqu'à à la fin du Deuxième Âge et s'étend encore durant le Troisième Âge, bien que la population décline un petit peu, jusqu'en 1980 du Troisième Âge, où après avoir creusé trop profondément, les nains réveillent un Balrog, qui tuera Durin V à ce moment-là, et son fils Nain 1 an plus tard. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le fils de Nain, Thrain Ier, qui fonda la montagne solitaire à Erebor, puisqu'ils avaient dû fuir la Moria, qui était maintenant contrôlée par un Balrog en fait. Ah ouais, ok. Donc après le départ des nains donc de la Moria à cause du Balrog, donc en à peu près 1980 du Troisième Âge, les orques s'installèrent alors en Moria et ce n'est qu'en 2799, donc presque 1000 ans plus tard, après la grande guerre des nains et des orques, qui vit l'éradication presque totale des orques des monts Brumeux, que Thrain, fils de Tror, tu l'as évoqué tout à l'heure, voulut réoccuper la Moria, mais son cousin Dain l'en dissuada en le mettant en garde du Balrog, en fait, tout simplement. Et c'est enfin Balin, en 2989, du Troisième Âge, qui y mena une troupe pour reconquérir les lieux, et ça on va le voir, qui n'a pas tellement réussi. Mais donc, c'est pour ça que le Balrog est appelé le fléau de Durin. De Durin, ouais, exactement. C'est lui qui a causé la perte. Et c'est donc Durin VI à ce moment-là qui donc a été attaqué par le Balrog. Et petite anecdote, il n'y aura plus de Durin jusqu'au 4e âge. Et alors on a très peu d'infos sur le 4e âge, puisque c'est l'âge qui fait suite à la guerre de l'anneau. Mais visiblement Tolkien a quand même annoncé ça, et apparemment Durin VII, l'ultime Durin, durant le 4e âge, va réussir à reprendre la Moria et à en refaire à lui redonner sa splendeur en fait, durant le 4e âge. Fatalement, il n'y a plus de Balrog en fait, puisqu'il a été tué par Gandalf. Il a fallu attendre Gandalf qui a fait tout le travail. Voilà. Apparemment, le dernier, il a créé un groupe de rock, un peu new wave, s'appelle Durin. Je connais pas ce groupe, donc la blague tombe à l'eau. C'est Duran. Ah oui. Ah, ouais. Voilà. Bon, peut-être pour ceux qui l'auront compris. Mais donc voilà, pour en finir avec l'histoire de la Moria, donc c'est vraiment une cité naine extrêmement vieille et qui a vécu des milliers et des milliers d'années et des années de prospérité absolument incroyables, quoi. Il faut s'imaginer que c'est vraiment la cité naine la plus vieille. Elle date les premiers travaux ont commencé avant le Premier Âge, donc c'est extrêmement vieux. Je rappelle que les années des arbres, enfin les années de Valagneur, comme on dit en anglais, c'est soit une dizaine d'années, 9,8, soit 144. C'est l'équivalent pour une année pour nous, soit 144 ans. Donc c'est vrai que ne fût-ce que si ça a été une centaine d'années pendant les années des arbres, vous faites fois 144. Ouais, c'est ça. Plus premier âge, deuxième âge, c'est des milliers et des milliers d'années. Premier âge, c'est 500 ans de notre année à nous. Deuxième, c'est d'équivalent 2000, c'est ça. C'est aussi qui est dingue. Non, deuxième, c'est 3500. 3500 Ouais. Ok. Et c'est 3018, 3019 dans le troisième âge. On dit qu'il y a de l'eau dans les profondeurs de la Moria, mais il y a de l'eau parce qu'il y avait des sources d'eau et qu'il y avait aussi de la végétation. Donc ça, c'est une représentation qui est assez bien gérée dans la série, qu'on s'amuse à piquer de temps en temps. Ouais. Mais il y avait des arbres, il y avait de l'eau, des sources. Ouais, c'était luxuriant, des trous de lumière. C'était lumineux aussi. Oui, c'est ça, ils avaient des lumières en cristal, etc. Il faut s'imaginer qu'en fait, en plusieurs milliers d'années, ils avaient vraiment habité ça de manière magnifique. Hein. C'était une vraie cité, en fait. Ils n'avaient pas besoin de sortir pour aller chercher de l'eau, en fait. Ouais. Il est dit d'ailleurs qu'ils vont refermer, après certains événements, ils vont carrément fermer en fait, la Moria et continuer à vivre dedans. Et qu'ils étaient en fait capables, en autogestion, de complètement vivre sans devoir avoir des champs dehors et tout, donc il devait avoir plein de techniques. C'est clair. Bon, Sam demanda alors, suite à la chanson de Gimli, s'il restait encore des joyaux cachés un peu partout, mais Gimli ne voulut pas répondre. Gandalf expliqua que les orques avaient souvent pillé les salles supérieures de la Moria et qu'il ne restait maintenant plus rien. Pour ce qui était des salles inférieures, personne n'osait plus s'y aventurer,
Tout avait été noyé par l'eau ou par une ombre de peur. Sam demanda alors pourquoi les nains voulaient tant revenir. « Pour le mithril, répondit Gandalf. Le mithril était le nom elfique de cet argent de la Moria. Il valait autrefois 10 fois plus que de l'or, et aujourd'hui il était inestimable, car presque introuvable. Il n'était plus que présent dans la Moria, mais même les orques maintenant n'osaient plus creuser pour s'en procurer. Les filons descendaient vers le nord, vers le Caradhras. Gandalf expliqua que les nains ne l'avouaient pas, mais le mithril avait été la source de leur richesse, mais aussi la source de leur perte. Ils creusèrent trop avidement et trop profondément et réveillèrent ce qui les mit en fuite, le fléau de Durin, le Balrog. Tous les peuples désiraient du mithril. Il pouvait être battu comme le cuivre et poli comme le verre. Les nains en faisaient un métal léger, mais plus solide que l'acier trempé. Sa beauté était celle de l'argent commun, mais son éclat ne se ternissait jamais. Les elfes le chérissaient plus que tout et en firent, Lithildin, l'étoile lune, que la compagnie avait pu apercevoir sur la porte de la Moria. Bilbon d'ailleurs avait un corset d'anneaux de mithril que Thorin lui avait offert, rajouta Gandalf. « Quoi ?» s'écria Gimli. « Un corset de mithril ? Mais c'est un présent royal !» « Oui, dit Gandalf. Je ne lui ai jamais dit, mais sa valeur était supérieure à celle de la comté tout entière, avec tout ce qu'elle contient. » Frodon ne dit rien, mais passa doucement sa main sur son torse et sentit les petites mailles de mithril que son oncle lui avait confiées. Il était perturbé de s'être tout ce temps promené avec la valeur de la comté sur lui. À cette pensée, il désira ardemment être de retour chez lui, en train de tondre la pelouse ou de bricoler dans le jardin, mais surtout il désira n'avoir jamais entendu parler de la Moria, ni du mithril, ni de l'anneau d'ailleurs. Oui, enfin, il aurait surtout aimé voir Sam tondre la pelouse. À ce moment-là, il a envie de le faire lui-même, mais ça ne lui plaisait pas tellement à ce moment-là. Un profond silence tomba. Tout le monde s'endormit, sauf Frodon qui était de garde. Dans le noir et le froid, la terreur le saisit. Il écoutait. Pendant 2 longues heures, son esprit fut livré tout entier à l'écoute. Mais il n'entendit rien, pas même l'écho imaginaire d'un bruit de pas. Son tour de garde arrivait à sa fin quand, au loin, il crut apercevoir 2 faibles points de lumière, semblables à des yeux lumineux. Il tressaillit. Son menton était tombé sur sa poitrine. Il en conclut qu'il avait dû être à la limite du rêve. Légolas vint alors le relayer. Quand il se réveilla, il s'aperçut que les autres discutaient à voix basse tout près de lui et qu'une faible lumière tombait sur son visage. Loin au-dessus du portail est, à travers un puits un peu en deçà du plafond, descendait un long et pâle rayon, et à l'autre bout de la salle, à travers le portail nord, venait également une lueur, faible et distante. « Bonjour, dit alors Gandalf, car le jour est enfin revenu. En effet, j'avais raison. Nous nous trouvons très haut du côté est de la Moria. Nous devrions être sortis d'ici avant la fin du jour. »« J'en serais content, dit alors Gimli. Je suis content d'avoir admiré la Moria, mais ce n'est plus aujourd'hui qu'un endroit sinistre, et nous n'avons découvert aucune trace des miens. Je doute maintenant que Balin soit un jour venu ici. » Après le déjeuner, Gandalf décida que malgré leur fatigue, il leur fallait continuer prestement leur chemin pour ne pas passer une nuit de plus dans ces mines. Il ignorait le chemin exact à prendre, mais il estimait être au nord et au-dessus des portes. Il leur fallait donc trouver un moyen de descendre. Pour mieux se repérer, il proposa d'aller vers la lumière qui apparaissait par la porte nord. Il trouverait peut-être une fenêtre depuis laquelle il pourrait être certain de leur position. La compagnie le suivit sous l'arche nord et se retrouva dans un large corridor. La lueur s'intensifia à mesure qu'ils avançaient et ils constatèrent qu'elle venait d'une porte sur leur droite. Elle était haute et taillée à angle droit, et le battant de pierre tenait encore sur ses gonds, à demi ouverts. Derrière se trouvait une pièce carrée, faiblement éclairée, mais pour eux qui étaient restés si longtemps dans l'obscurité, elle leur parut éblouissante et aveuglante. Leurs pieds soulevèrent une épaisse couche de poussière au sol, trébuchant contre des objets qui jonchaient le pas de la porte et dont ils ne purent tout d'abord discerner les formes. La pièce était éclairée par un large puits, ménagé à bonne hauteur dans le mur du fond à l'est. Il montait en oblique et loin au-delà, donnait sur un petit carré de ciel bleu. La lumière tombait directement sur une table au centre de la pièce. Un unique bloc de forme oblongue, d'environ 2 pieds de haut, et sur lequel reposait une grande dalle de pierre blanche. « On dirait une tombe, » murmura Frodon. Il s'approcha avec un curieux pressentiment, afin de l'observer de plus près. Encore une fois, un pressentiment.
Gandalf vint rapidement à ses côtés. Sur la dalle étaient des runes profondément gravées. « Ce sont des runes de Daeron, comme on s'en servait autrefois en Moria, dit Gandalf. Ici est écrit dans la langue des hommes et des nains, Balin, fils de Fundin, seigneur de la Moria. » « Il est donc mort, dit Frodon. Je craignais qu'il en soit ainsi. » Gimli ramena alors son capuchon sur son visage. Et voilà. Cette première partie de Traversée de Moria. Et ouais, il nous reste évidemment la partie la plus importante. Critique, ouais. Je me souviens quand on commençait le podcast, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à ce moment-ci. Ouais. Ah, je crois que c'est mon passage préféré dans le premier livre. Ah, c'est clair que c'est le moment le plus important de la... Ouais. C'est toute la traversée de la Moria et puis, bon, évidemment les moments épiques qui vont suivre, mais même déjà quand ils sont dans l'obscurité et tout, je crois que c'est mon moment préféré parce que c'est le premier moment où ils sont vraiment tous dans une vraie galère, mais ils n'ont pas le choix et où ils sont à neuf. Parce que certes, il y a le col de Caradhras avant, mais c'est un des rares moments où ils sont à neuf. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est le... Parce que très vite, Gandalf va disparaître. Et puis après Boromir, donc et ils vont s'éclater. Ouais, c'est sûr. La communauté en tant que telle, on la voit peu. Oui, et puis les loups avant, les wargs, ça c'est vite réglé. Ça passe vite. Hein. D'ailleurs, je repasse un peu là-dessus. Mais je crois qu'on en a déjà un peu parlé, légèrement évoqué, mais ce rapport qu'il y a entre cette scène et celle qu'il y a dans les Hobbits, où ils font aussi, où Gandalf fait prendre les pommes de pin en feu. Ah oui. Voilà, il y a grosse similitude. Je sais pas, je trouve qu'il y a des rapports comme ça. Bon, là, il y a l'énigme, mais il y a aussi les énigmes de Bilbon, mais bon, je trouve pas ça très fort. Dans le film, c'est Frodon qui trouve la réponse, et non Gandalf. Donc là, le rapport est sympa plus d'ailleurs, évident. pour donner un caractère de plus à Frodon et le montrer un peu plus malin. Là, il est déjà assez présenté comme quelqu'un de vif d'esprit pour que ce soit nécessaire. Mais je trouve ça... Encore une fois, toujours cet aspect historique des lieux dans lesquels se trouvent nos héros qui est toujours impressionnant. Et je me souviens qu'on avait à un moment, on avait parlé il y a de cela très longtemps, de cette scène, du moment où il rentre dans cette pièce énorme avec les colonnes de la Moria. Je me souviens qu'on avait parlé de traitement qui avait été fait dans le film, qu'on voyait peu de... Il n'y avait pas de table, il n'y avait rien, c'était vide. Mais en fait, déjà, il n'y en a pas non plus dans le livre, c'est précisé, c'est vide, complètement vide. Et pourquoi ? Parce que déjà, c'est extrêmement vieux, ça fait extrêmement longtemps que c'est abandonné. Depuis 1980 du Troisième Âge, on est ici en 3000 et quelques. Depuis 1100, plus de 1000 ans, ça n'a plus vraiment été habité. Et en plus, ça a été complètement pillé par des orques pendant des années. Donc il n'y a plus rien, il n'y a absolument plus rien. L'or qui recouvrait les murs a été enlevé. Voilà, on peut vraiment s'imaginer... le moindre bout de bois qui pouvait servir d'une table a été pris pour faire de la chose. Moins de bout de tissu qui était encore là. Donc il n'y a vraiment plus rien, quoi. Les armoiries des nains, tout a disparu. Ouais. Mais il faut s'imaginer que c'est une cité qui des milliers d'années. Je trouve ça toujours impressionnant parce que... C'est inimaginable, même à notre niveau, il n'y a aucune cité, à part peut-être en Égypte, et encore certains monuments. Et on encore. pourrait se dire, mais même ça, c'est beaucoup trop récent. Ce que je trouve, ça me fait toujours un peu... ça me donne toujours un peu le vertige parce que ici, nous, dans notre temps contemporain, en 2000 ans, on a comme une civilisation qui a énormément évolué. Et eux, en fait, finalement, pas tellement. C'est-à-dire, il se passe des milliers d'années et ils s'en sont toujours à se battre avec des épées et des haches et avoir les mêmes lignées qui se perpétuent. Oui, parce que tu vois à quel point on a évolué en 2000 ans et tu pourrais faire le même rapport avec les Égyptiens qui, eux aussi, ont eu quand même, c'est vrai, une très longue période, mais entre le début de ces années et 2000 ans plus tard, tu peux aussi imaginer que les Égyptiens étaient au final très différents. Et puis il y a eu beaucoup de gens de Macédoine qui sont venus, enfin tout ça a été quand même très aussi... C'est vrai que là, tu t'imagines quand même une civilisation naine qui pendant des milliers d'années a été forte et présente et plus ou moins similaire, même s'il y a... Oui, c'est ça. S'il y a sûrement des évolutions, mais bon... C'est te dire que les lignées de rois... Elles sont sur des générations, des milliers. T'imagines, enfin, ça n'existe pas en fait aujourd'hui une civilisation où tu peux te dire ah oui, notre roi il est relié avec le même roi d'il y a 5000 ans. Ouais, clairement. Ça n'existe pas. Mais voilà, c'est vraiment des peuples qui sont très ancrés, quoi. C'est vrai que j'avais oublié que les nains étaient nés. Enfin, j'avais oublié que Durin avait créé la Moria bien avant les années du Soleil. Mais j'avais surtout oublié qu'en fait, il était l'un des premiers nains créés. Et ça donne aussi le vertige, quoi. Et que les nains, étaient créés avant les elfes. Ouais. Ça, j'avais pas du tout capté.
mais en tout cas, leur forme physique, mais Oui. ils prennent vie après. Ça, c'est sûr. Mais donc, ils descendent de 7 nains faits avec 7 femmes. Et apparemment, Durin, j'ai lu que c'était le seul qui n'avait pas de femme. Voilà, donc je ne sais pas comment il a fait pour se reproduire, s'il l'a fait, mais en tout cas, il n'a pas de femme. Oui, c'est vrai qu'il a Mais- finalement juste disparu et qu'il n'y a pas de descendance nécessairement, Non. vu que les Durin sont une réincarnation. Ouais. Il n'a peut-être juste pas d'enfant. le pauvre. Oui, on ne sait d'ailleurs même pas comment il a disparu. C'était Durin trompe la mort. Et ouais. En fait, marrant, ça. il faudrait creuser un petit peu parce que j'ai lu aussi des choses. Creuser trop profondément. Parce que visiblement, Olé avait quand même donné des pouvoirs à ces 7 premiers nains qui étaient capables de ne pas vraiment mourir, mais de rentrer dans un coma et de revenir à la vie si jamais on avait besoin d'eux. Enfin, il y a vraiment tout un. J'avoue que j'ai pas tout compris, donc peut-être ça vaudrait la peine d'y revenir. C'est peut-être, en fait, Mais, il est peut-être devenu Tom Bombadil. Imagine. La Nouvelle théorie. La nouvelle théorie. Attends, vite, on fait une vidéo YouTube. Sur Looper. Non, mais oui, c'est aussi le fait que. Que du coup, il y a cette limite aussi très fine entre est-ce que c'est une prophétie, le fait qu'il se réincarne, ou est-ce que c'est vrai en fait. Est-ce Ouais. qu'il se réincarne vraiment? Et là, il y aura toujours cette limite assez fine qui est chouette d'avoir et que du coup, on ne saura jamais, et que chacun croira ce qu'il veut. Mais avec ces informations-là, il faudrait se renseigner un peu plus, comme tu le dis. Ça donne envie d'y croire, ça donne envie de se dire que c'est vraiment une réincarnation. Et après, il y a le côté dans les réincarnations, tu ne sais jamais, comme tu parlais de Gandalf, l'ancien Gandalf, tu ne sais jamais si c'est la même personne ou si c'est un peu la même personne mais sans les souvenirs, quoi. Une Ouais, espèce c'est ça. de, tu vois. Donc ça, on peut pas vraiment. Je sais que Tolkien n'était pas fan d'analogie, surtout par rapport à son œuvre, mais dans ce chapitre 6, ça m'est encore plus apparu le lien avec le peuple juif et les nains. Parce que ça a été souvent dit, et parfois justement pour essayer d'attaquer Tolkien en disant oui, mais pour chez Tolkien, les nains, ce n'est qu'une façon de se moquer des juifs, de les dénigrer et d'utiliser des clichés sur eux. Mais dans le côté de l'Exode que le peuple juif a subi, même son côté premier peuple, on va dire, et première religion monothéiste, le fait que tu as Durin, qui est ce personnage qui a disparu, mais qui est en même temps attendu, le dernier Durin qui est attendu comme le vrai Messie, ce qui est en même temps un parallèle avec Gandalf qui va ressusciter comme le Christ. Je trouve qu'il y a plein d'éléments comme ça qui sont en parallèle. Le fait d'avoir des matières propres, de commercer avec les autres, d'être un peuple connu pour ça. Ouais, j'avoue, Là, c'est juste comme ça les images qui m'apparaissent, mais il faudrait. J'avais jamais creuser même plus. entendu ce lien, donc Non, je l'avais déjà entendu. j'ai l'impression que les gens. C'était plutôt dans des critiques faciles et pas du tout construites, comme qui disaient que l'œuvre de Tolkien était raciste parce qu'il y a des orientaux qui sont méchants. qui sont avec Sauron. Ah waouh, quel argument merveilleux. Ouais. Oui, surtout que Mais il faudrait le creuser pour vraiment voir s'il y a des liens et s'ils le sont, est-ce qu'ils sont conscients ou pas. Mais je me dis qu'il y a d'office une appropriation de la légende, on va dire, du peuple juif et de toute leur histoire pour son histoire. Bon, de toute façon, on le répète. Que ce soit conscient ou pas. L'œuvre est toujours imprégnée de thèmes bibliques, mais ouais, je sais pas si dans ce cas-là, ça fait complètement référence aux juifs ou pas. Aux références, non, mais qu'ils s'en sont inspirés, je pense. Peut-être. Donc juste avant de conclure, je voulais juste revenir sur un petit commentaire qu'on a eu aujourd'hui de David qui nous avoue qu'il est en retard sur nos podcasts. Ah, David. Donc, David, désolé si tu écoutes ce podcast peut-être dans 3-4 semaines, un mois, qui sait. je ne sais pas à quel point tu es en retard, mais en tout cas, David nous reparlait de Glorfindel, dont on avait parlé il y a quelques épisodes. Ce fameux grand elfe qui était revenu des cavernes de Mandos, qui avait ressuscité, etc. Et en fait, il nous expliquait un peu plus profondément la genèse de Glorfindel en tant que personnage créé par Tolkien. Et apparemment, donc, toute cette histoire, donc, on avait expliqué donc, que Glorfindel était un des premiers elfes, qu'il avait vécu durant vraiment les premiers âges, etc., qu'il était mort en combat à Gondolin, il me semble, Ouais, contre un Balrog, en le tuant. Et puis, en fait, il avait été réincarné. Donc, les elfes, quand ils meurent, ils vont dans les cavernes de Mandos, donc c'est un endroit où les âmes des elfes vont. Et puis, normalement, ils ne sont pas censés pouvoir se réincarner ou revivre, mais sauf avant la fin des temps. Mais là, apparemment, lui aurait eu le droit de revenir. Et en fait, David nous explique que dans une lettre, en fait, Tolkien explique. En fait, une lectrice avait envoyé une lettre à Tolkien pour comprendre comment ça se fait qu'elle avait retrouvé Glorfindel dans Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, Tolkien avait expliqué qu'il adorait tellement ce personnage qu'il voulait absolument le mettre dans Le Seigneur des Anneaux.
mais qu'il n'avait plus du tout pensé qu'il l'avait fait mourir dans des écrits au préalable. Et donc en fait, lui-même avait oublié que Glorfindel était mort. Et donc, pour pouvoir garder le fait qu'il soit mort et le fait qu'il soit revenu, il aurait inventé cette histoire de réincarnation, etc., de Mandos, etc. Ouais. Donc en fait, le fait que Glorfindel revive et toute cette histoire de réincarnation, c'est un heureux rafistolage de Tolkien qui s'était gouré. Et il se permet, donc, enfin, il en profite pour dire à ses lectrices que finalement, il n'est qu'un homme et pas que parfois l'histoire le dépasse lui-même. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on prête souvent une forme, évidemment, Tolkien est un génie dans sa création d'univers, un univers extrêmement cohérent, mais il y a aussi cet aspect que parfois on lui prête de trop, c'est qu'il aurait réfléchi à tout à l'avance, et ce n'est pas le cas tout le temps. Il a vraiment des choses qu'il a modifiées, il y a des écrits dans le Silmarillion qui ne sont pas les mêmes que ce qu'il va dire plus tard dans des lettres, il y a des choses qu'il va rafistoler par nécessité, et surtout, ce qui est très chouette aussi à lire dans ces lettres qu'il a parfois échangées avec son grand ami C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, où il lui explique que parfois, en fait, même à son fils, il lui explique aussi dans certaines lettres que l'histoire le dépasse et que quand il est en pleine rédaction du Seigneur des Anneaux, il n'a plus l'impression de lui-même réfléchir à l'histoire, c'est l'histoire qui prend les devants. Donc il a vraiment été habité par cet univers à un moment donné où il se laissait aller complètement, il ne savait même pas où il allait vraiment, il n'avait pas complètement le canevas, il laissait aller là-dedans et puis ensuite il faisait les liens pour rendre l'ensemble cohérent. Je trouve que ça n'enlève rien à sa superbe et à son génie, mais c'est intéressant de le savoir, quoi. Ouais, c'est chouette. Et puis il y a ce côté historique, tu vois, on en parlait un peu, du fait que voilà, l'histoire est faite de plein de trous et on n'a pas toutes les informations, et il y a un peu de ça. Parfois, les historiens se trompent, on revient en arrière, et je pense que Tolkien peut totalement se permettre de prétendre avoir des trous dans son histoire, et on en avait parlé notamment, je sais pas si on en parlait juste en off ou en podcast, mais c'est vrai que les lettres amènent beaucoup de clarifications et des possibilités de changement, notamment le fait qu'il y avait à la base 1000 Balrogs, et que c'est dans une lettre en tout cas qu'il a écrit à un lecteur, son fils Christopher ou quoi, qui disait non, en fait il y en a que 7, c'est beaucoup trop puissant. D'ailleurs, il y a pas mal de lettres. Il en a fait édité des livres, mais qui reviennent sur beaucoup d'éléments comme ça. Et encore aujourd'hui, beaucoup de choses sont sujettes en fait à interprétation de la part des éditeurs de bouquins ou de son fils. Il y a récemment eu l'histoire de la Terre du Milieu comme livre qui est sorti, c'est ça ? Ou History of Numenor. Enfin voilà, des livres qui sortent et dans lequel la personne qui l'a écrite ou édité, parce que son fils édite, c'est-à-dire qu'il va reprendre en fait les écrits de son père pour en faire un livre, donc il doit c'est plutôt de l'assemblage, mais il dit que voilà, en fait, entre-temps, il a retrouvé des informations, des écrits, et du coup il peut interpréter des informations qu'il avait lues il y a peut-être 40 ans différemment, et du coup l'univers réévolue. Ouais, c'est ça. Et les fans que nous sommes, on est en mode voilà, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qu'on prend, et t'es un peu obligé soit tu choisis ce que tu préfères, soit tu prends les deux et tu laisses l'univers avoir ses inconnus, quoi. Ouais, parce que même pour les auditeurs, auditrices qui écouteraient et auraient lu le Silmarillion, je peux vous dire que il y a des informations dans le Silmarillion qui ne sont pas canon, qui ne sont plus valables selon des modifications de Tolkien par la suite. Donc, faut le savoir. Cette réécriture du personnage de Glorfindel, en tout cas, le moyen qu'il a trouvé pour joindre les deux histoires et rendre ça cohérent, au final, ça rend même bien service au récit, parce que Glorfindel, on le rencontre peu de temps avant la chute de Gandalf. Et je trouve que intellectuellement, ça rend sa résurrection à Gandalf plus crédible peut-être que si Gandalf était le premier personnage. Après, quand on rencontre Glorfindel, on ne sait pas qu'il a chuté, qu'il a été ressuscité. Mais ça permet, je trouve, d'appuyer encore plus le fait en fait, des personnages qui ressuscitent dans cet univers-là, ça existe. C'est très rare. C'est pas n'importe qui. Et c'est bien que ce soit rare. C'est bien que ce soit rare. Mais quand ça arrive, en tout cas, ça peut arriver. C'est imaginable, donc ça se tient. Mais d'ailleurs, on a qui serait revenu Gandalf, Glorfindel Durin, peut-être, d'une certaine manière. Durin, Erendil, il n'est pas non, il n'est pas spécialement mort. Il est éternel. Il a quitté les portes, oui, c'est ça. Il est dans le ciel. J'ai pas du tout idée, là, comme ça, d'autres personnages pour qui ce serait le cas. Il était fait mention dans un manuscrit oublié, volé à Tolkien de Gollum. Qui aurait ressuscité. Attends, Beren et Luthien, il n'y a pas aussi une histoire où... Non, ils ont quitté le monde. Ils ont quitté le monde et on les a fait revenir d'une certaine manière. Beren et Luthien, ils sont en Valinor, non ? Ils ont d'abord été en Valinor, puis ils ont vraiment quitté les limites du monde.
Ah ouais, Ils d'accord. sont Et- sortis du monde. Mais ils ont été en Valinor, justement, peut-être au hall de Mendos. Enfin, soit, il faudrait revérifier, mais j'avais l'impression qu'ils étaient D'accord. morts et qu'ils avaient eu l'occasion de revivre. Soit. Je sais plus. C'est la fin de cet épisode et le début d'une nouvelle année. Oh. Avec Cyril et FX. Bonne année à tous encore une Bonne fois. année. Avec Cyril et FX, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour le chapitre Le pont de Khazad-dûm, chapitre pour lequel nous accueillerons un invité très très spécial. Je dirais même plus. Ça y est. Premier invité. On vous en dira plus sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si ce n'est pas fait, et sur Facebook. Un petit indice. On a fait 2 mentions à cet univers-là dans l'épisode. Il y a eu des indices dans l'épisode. Donc, ça va n'hésitez peut-être pas à le faire plaisir à réécouter. certains. On est très excités en tout cas. Alors si vous ne voulez pas manquer ce prochain épisode, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, vos questions, réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par mail, lespagesdumilieu@gmail.com. Nous vous souhaitons encore une fois une très heureuse année 2023, joyeuse et lumineuse, contrairement aux tréfonds qu'arpentent nos héros en ce moment. Prenez soin de vous et de vos proches, et nous vous retrouverons la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut Bonne à année, tous. bonne semaine.